Au niveau conso, là, Alex, t'en es où, toi? Parce que moi, là, pour le coup, j'ai une belle conso. Belle bien ou grosse? Ah, tu verras. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, un nouveau Ioniq 28 Challenge avec la MG5 Long Range Luxury. Voilà. Ah, super, allez, on y va. Pas du tout. Tu dois dire qu'est-ce que c'est comme voiture. Tu veux les specs? Bah, c'est ton travail. Donc c'est la MG5 en finition Luxury, grande autonomie, donc c'est étendu au standard, donc là c'est la étendue. Elle est du coup équipée de jantes de 17 pouces. Sinon c'est 16 pouces dans la version confort. Tout à fait. Donc en sachant qu'il y a Luxury ou confort. Voilà. Aussi bien en Luxury qu'en confort, il n'y a pas de pompe à chaleur, même pas en option. Voilà. Dans les deux cas, en confort ou Luxury, elle a une capacité de remorquage de 500 kg. Elle est équipée du V2L jusqu'à 2,5 kW. Mais il n'y a pas l'adaptateur. Là, faut l'acheter en accessoire, je ne connais pas le prix. En version Luxury, avec la grande autonomie, elle est donnée pour 380 km. D'autonomie. Oui, d'autonomie. WLTP. Tout à fait. Tu n'es pas assez complet. Par contre, si on les prend en confort, là, on aurait 400 km d'autonomie. Donc les 17 pouces font perdre 20 km à la grande autonomie. Au niveau batterie, donc c'est une batterie de 61,1 kWh, dont 57 sont utiles. Au niveau moteur, c'est 115 kW, donc l'équivalent 156 chevaux. Ouais. Et 280 Nm de couple. 0 à 100 en 8 secondes 3. Vitesse max 185 km/h, pareil. C'est 185 plutôt, ouais, c'est plutôt haut par rapport à... Ouais, c'est rare. Souvent, il limite à 160. 160, 165, ouais, là, 185. Carrément. Elle a un poids de 1637 kg, donc c'est plutôt contenu. Ouais, c'est comme la Ioniq 28. Donc c'est très bien. Avec une batterie plus grosse. Au niveau recharge, en AC, donc sur une borne comme là, elle peut aller jusqu'à 11 kW. C'est très bien. Donc c'est-à-dire que c'est un chargeur triphasé. Pour le DC, là, elle va jusqu'à 87 kW. Donc c'est plutôt dans les... On va dire mauvais élèves, mais pas. Mais à la limite, on s'en fout. Combien de temps? C'est ça le plus important. Le 1080. Il lui faut à peu près 40 minutes pour refaire le 10-80%. Oui, mais c'est mieux que la Niro. Mais la Niro gagne plus d'autonomie. À la fin du test, sur le site La Chaîne EV, il y aura le tableau des vitesses de charge et on verra si c'est mieux ou pas que la Niro. On parle rarement des prix, mais bon, on s'est dit qu'on peut quand même donner le titre indicatif au moment où on l'a récupéré. À l'instant T, parce que ça varie beaucoup. Donc là, dans notre version, elle est donnée pour 36 990 € sans bonus. Et en sachant que la MG5, le prix de départ avec la petite batterie confort, le plus petit modèle, il est à 32 490. Donc en gros, il y a 4 500 € entre le plus petit modèle et celle-là. Ouais. Voilà. Sans compter le bonus. Sans compter le bonus. Ouais. Est-ce que ces informations te conviennent C'est tellement parfait. Le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge d'efficience de voiture électrique. Donc on part sur un parcours avec la voiture qu'on teste aujourd'hui, la MG5, et toujours la Ioniq 28, bibiche, toujours là. C'est une comparaison directe? Non, c'est pas une comparaison directe, voyons. La Ioniq 28 est là comme marqueur témoin de tous nos essais. Pourquoi? Parce que on fait un parcours séparé en 3 sections, ville, route, autoroute. Tu savais pas ça? Eh non. Ouais. Et à la fin de chaque section, qu'est-ce qu'on fait? On relève les consommations et on compare les consommations des deux voitures. Et on prend l'écart en pourcentage entre ces deux voitures. C'est le pourcentage qui est important. À la fin du test, on ramène cette voiture ici, on la remet à charger à 100% parce qu'on est parti à 100% et on calcule l'écart entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne certifiée MID nous indique avoir réinjecté dans la voiture pour la mettre à 100%. C'est ce qu'elle a vraiment consommé en fait. C'est ce qu'elle a vraiment consommé au compteur électrique. C'est ça. Donc c'est l'écart de consommation entre les deux voitures plus l'écart à la recharge qui fait le classement général. Et ce qui permet de comparer les voitures entre elles comme si elles avaient toutes roulé le même jour en même temps. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Insta et Instagram. Et sur Instagram, on a bien sûr une tradition. Ceux qui sont abonnés doivent commencer à connaître. Et oui, c'est vrai. Et il attend que ça de poser la star. J'essaie de trouver une nouvelle position, mais non, c'est toujours la même, je te rassure. J'ai plus d'idées. Donc je prends Alex en photo devant la voiture, bim bam boum, hop, et je poste ça tout de suite sur Instagram. Ça veut dire que nos abonnés Instagram sont au courant tout de suite qu'on a essayé la MG5 avant tout le monde, et ça c'est génial. Donc cette voiture nous a été prêtée par le garage MG du groupe Eden Auto à la Test. Donc un grand merci pour leur disponibilité. La voiture avait combien de kilomètres quand on l'a récupérée? 30 km, donc franchement c'est super cool. Ouais, merci Eden Auto. Et cette fois-ci c'était la Test et aussi sympa que Bruges, donc voilà. Merci Eden. En tant que spécialiste des voitures pas chères, je propose que ce soit moi qui la conduise. Ouais, en plus j'ai pas envie de la conduire. Ouais, ça fait pas 800 chevaux, toi ça t'intéresse pas. C'est ça. Il n'y a pas 4 roues motrices, ça fait pas 3 mètres de haut. Inutile. C'est ça. Il dit ça, mais en fait, il rêve d'avoir un break électrique. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai. Donc allez, je prends le volant et toi, tu prends ma bibiche. Bah, comme d'hab. Hein. Allez. Bonne route. Allez, à toi aussi. Fais attention. La vitesse d'accord, mais la vie d'abord. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation.
Bon, on est parti. Donc, on va mettre la voiture en configuration pour le Ioniq 28 Challenge. Donc, on commence par quoi? On commence par se mettre en mode normal, c'est-à-dire le mode moyen. Pas de mode éco, pas de mode sport, le mode normal. Donc, le mode, c'est ici. Ça se fait ici. On monte, on descend. Quand on monte, hop, on passe à sport. Et quand on descend, on passe à éco. Nous, on se met en mode confort, normal. Ensuite, on se met en régène maximum. La régène, c'est le petit bouton d'à côté, le KERS. Pareil, on monte, on descend. Là, ça se passe au tableau de bord ici, là. C'est le petit chiffre qu'on voit là. Donc, plus le chiffre est élevé, plus la régène est forte. Donc, quand on monte, on passe en régène 3. Quand on descend, on passe en régène 1. Ce qui est un petit peu chiant avec cette voiture, c'est qu'à chaque fois qu'on démarre, on est en régène 2. Voilà, on ne peut pas rester en régène comme on aime, c'est-à-dire soit la 1, soit la 3. Ça se remet en 2 tout le temps, donc on est obligé de réactiver. C'est très pénible. Ensuite, au niveau de la clim, alors là, il y a un truc qui est très marrant. C'est la traduction de l'interface. La clim, ça se fait dans ce menu-là, ici. Et il est sous-titré station de charge, ce qui est vraiment pas logique. Donc, hop, on appuie ici pour lancer la clim. On est bien en mode auto, on est bien à 22 degrés. Donc, tout va bien. On va se mettre en GPS pour la suite du trajet. On est bien ici à 100% et il fait 18 degrés. 18 degrés, on est entre 15 et 25, donc on est dans les clous du Ioniq 28 Challenge. Maintenant, j'appelle Alex. C'est bon, c'est sûr, c'est enregistré là? Oui. Oui, parce que je dois vous avouer que j'ai fait toute la présentation et du protocole en n'ayant pas lancé le micro. Voilà. En ce moment, plus les Ioniq 28 avancent, plus je fais des conneries. Il y avait peur que tu dises on, mais t'as bien dit je, ça va. Alors, je précise un truc, c'est que sur l'écran, quand on est au téléphone, il y a un petit cadre du téléphone qui reste apparent. J'aimerais bien le retirer, mais je peux pas. Et donc, il y a le numéro d'Alex dessus. Donc, ne vous étonnez pas si l'écran est un peu flouté. C'est parce que il y a le numéro d'Alex et que voilà. Si je peux éviter d'être harcelé, ça m'arrangerait. Bon, on vient de partir, on est à 100%. Au niveau comportement, t'as de la régène ou... Alors en tout cas, j'ai pas de message qui m'indique que j'ai pas de régène disponible à 100%. Donc tout a l'air de se passer normalement. Maintenant, je sais pas s'il y a des vitesses plus élevées, je serai limité ou pas. Il y a des voitures qui informent bien et des voitures qui informent pas, mais là, a priori, tout est normal. Donc tu as 3 niveaux de régène, 1, 2, 3, que tu manipules, on l'a vu tout à l'heure avec la petite palette là, KERS. Il n'y a pas de conduite à une pédale, c'est-à-dire que la régène ne va pas jusqu'à l'arrêt. Par contre, tu as l'auto-hold. D'ailleurs, je vais l'activer. L'auto-hold, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu es arrêté et que tu lâches le frein, la voiture ne se met pas en rampage. Ça, c'est toi qui choisis, c'est un bouton ici là. Et tu l'as réactivé à chaque fois par contre? Tu dois le réactiver à chaque démarrage, contrairement à la Renault Mégane par exemple, où une fois que tu l'actives, tu l'as tout le temps. Donc du coup, la voiture, elle se met naturellement en rampage quand on lâche le frein. Donc, pour faire des manœuvres, c'est toujours un petit peu moins pratique. La voiture a tendance à avancer. Il faut mettre faut lâcher le frein, il faut doser son frein pour avancer, pour par exemple se garer. C'est pas toujours très confortable, mais bon, elle le fait bien, elle le fait comme les autres en tout cas. Donc après, au niveau de force de régène, on est sur quelque chose qui est quand même assez faible. De toute façon, on va faire le test à la fin, on va mesurer le 80 à 0 km/h, voir combien de mètres elle parcourt. Je pense qu'elle va pas être dans les meilleurs. Par contre, elle est très douce. C'est-à-dire que quand tu lâches l'accélérateur, t'as pas une décélération un peu forte. La régène se met en place doucement, ça c'est pas mal. Non, sinon, elle a comme une gueule, plutôt quand même sympa hein, quand tu la vois derrière. Encore une fois, c'est pas moi qui vais me balader dans Arcachon avec la voiture sur laquelle tout le monde se retourne. Néanmoins, je la trouve, tu sais, j'aime bien. En fait, c'est quoi? C'est une espèce de compact avec une compact break, quoi. Genre comme une 308 SW. Tu vois. Ouais. J'aime bien. Hein. Ça manque vraiment dans le marché de la voiture électrique. Hein. Ouais, mais moi je trouve que limite, tu sais, c'est le gabarit parfait du français moyen, tu vois. C'est une compacte, mais avec un grand coffre, électrique, mais pas haute pour... on verra sur l'autoroute, mais normalement, ça va consommer moins qu'une MG-ZS quand même. Surtout que l'effet break comme ça, c'est pratique, quoi. Ouais, exactement. Bon, sinon, niveau confort, là, tu passes le fameux test passer à niveau. Eh ben, c'est très confortable. Hein. Non, c'est pas très confortable. C'est pas une Mercedes classe S, quoi. Mais non, mais c'est moins tape-cul que la Tesla, par exemple. Par contre, les sièges, ils sont un peu durs. Bah, ils sont durs, mais par contre, l'épaisseur du cuir est assez fine. Ouais. Donc, en fait, le cuir est mou, mais le siège est dur. Donc, Donc, on pourrait peut-être dire qu'il est mi-dur, mi-mou. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ouais, je pense qu'on retombe encore sur un mi-mou, mi-dur ou mi-dur, mi-mou. C'est à vous de voir dans quel sens, mais... Non, sinon, au niveau tableau de bord, c'est sympa, je trouve. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah, moi j'ai trouvé, j'ai apprécié la partie tissu gris là. Là, ici, là. C'est peut-être un peu cheap, mais je trouve que c'est quand même plutôt sympa. C'est un toucher un peu plastique comme les nappes chez mamie là, tu sais. Ouais, c'est pas à ce point-là. Je dirais plus du jean low cost. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien. On dit ça, on rigole, mais c'est propre. Il y a rien à dire. Et moi, je suis assez sensible en fait à la texture des commodos, des boutons de vitre, etc. Et pour le coup, les boutons de les vitres, je trouve qu'ils sont assez travaillés, ils sont un peu arrondis. Le feeling est bon. Comme tu dirais, le toucher est smooth. Franchement. Je trouve qu'il n'y a rien qui fait low cost là dans la voiture. Même, tu sais, on avait remarqué sur la ZS, le bruit des rétroviseurs quand tu déverrouillais la voiture, ça faisait un bruit assez important. Et ben, ceux-là, ils font le même bruit que la Ioniq 28, c'est-à-dire un truc un peu plus. Putain, j'ai l'impression que c'est pas les. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Voilà. Sinon, ça c'est plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur. Il y a juste ça qui est mou ici, l'accoudoir, et ici, les deux accoudoirs en fait. Mais sinon, tout est dur dans le tableau de bord. Non, en fait, c'est une combinaison de mi-dur, mi-mou, quoi. C'est ça. C'est une voiture faite pour nous, quoi. Au niveau des écrans, alors là, c'est un petit peu le point négatif. C'est-à-dire que la partie écran, là, quand même, ça fait low cost. Et là, il y a un truc que je comprends pas, Alex. C'est que l'interface est hyper mal traduite. On a vraiment le sentiment que ça a été traduit avec Google Trad, tu vois. Je sais pas s'il y a pas plus de mauvaises traductions que de bonnes traductions. Il y a plein de trucs, hein, vraiment. La batterie, il l'appelle la pile. Enfin, on sent vraiment que la personne qui a écrit français, c'est pas sa langue natale, quoi. Non, mais tout est hyper mal traduit, ce qui fait que tu te demandes des fois ce que tu coches ou ce que tu coches pas. Et quand même, là, les gars, un petit effort, quoi. Surtout que c'est pas très compliqué, je pense, de faire appel à un francophone pour lui donner les bons éléments. C'est clair, mais même nous, hein, MG, appelez-nous. Pour 15 000 balles, on vous fait toute la traduction si vous voulez. Tu vois là, regarde là, elle régène pas assez fort quoi. C'est-à-dire qu'elle m'a pas emmené au moins jusqu'au rampage. Ça régène pas assez vite jusqu'au rampage. T'es obligé de freiner quoi. De quoi on doit parler en ville? La roue libre. Est-ce qu'il y a peur de la roue libre? Bah a priori non. Hein. Le Kers c'est 1, 2, 3. Ouais, attends, si je me mets en 1, 30 secondes, hop. Ouais. Non, c'est pas de la roue libre en 1. Ça ralentit un petit peu, mais alors là, t'es sur une régène qui est très très légère. Hop, je remets en 3. Donc quand je suis en niveau 1 et que je freine, ça régène. C'est déjà ça. Donc ouais, l'infodivertissement, il est, on a dit, c'est mal traduit, mais au niveau écran, ça reste correct quand même. C'est joli, on va dire, même si c'est pas super quali, ça reste joli. Après, on peut quand même compenser ça, je pense, avec Android Auto ou Apple CarPlay. Je sais pas de quoi elle est équipée, c'est sur celle-là. Bah alors elle est équipée d'Android Auto, Apple CarPlay, a priori sans fil. Mais le problème, c'est que moi, j'arrive pas à le lancer. Ah. C'est-à-dire là, j'ai bien le logo Android Auto, le Apple CarPlay est grisé. Donc je suppose qu'il a reconnu que j'étais connecté avec un Android. Et quand j'appuie, il y a marqué connecter votre appareil via USB ou appareiller mon téléphone en Bluetooth. Ce qui est fait vu que je te parle en ce moment. Donc je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais a priori, il y avait bien les propositions. Et a priori, vu qu'il me dit de l'appareiller en Bluetooth, c'est que ça doit être sans fil. Même s'il me semble que c'est par le Wi-Fi que ça passe l'Android Auto. Mais... Là, sur l'interface, il y a un bouton « Commencer à charger ». Je sais pas ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton. Alors c'est peut-être pour le V2L. Ah oui, non mais le V2L, c'est pas V2L dans le menu, c'est déchargement. Ah. Donc ouais, cette voiture, attends, c'est important de le dire quand même. Elle a le V2L, enfin elle est conçue pour proposer le V2L. Mais t'as pas le petit kit. Faut l'acheter en accessoire. Alors je connais pas le prix, mais en plus c'est assez marrant comment c'est fait. C'est très très simple. D'un côté on a la prise type 2 avec un fil, et au bout c'est une multiprise triplette. J'avoue que ça fait un peu cheap. On a besoin un peu c'est même pas la rallonge Legrand, non, c'est la rallonge premier prix Action. Mais par contre on a directement 3 prises sur lesquelles on peut brancher jusqu'à, je crois que c'est 2,5 kW si j'ai pas de bêtises. Ouais, ça. Donc c'est quand même assez correct. Hein. Bah ouais. C'est même très correct, 2,5 kW. Puis il y en a pas tant que ça, des voitures qui font du V2L. Hein. Donc le V2L, on précise ce que c'est quand même pour ceux qui savent pas. Le V2L, c'est ta voiture qui renvoie du courant de la batterie à une prise. Et donc tu peux alimenter un chargeur pour vélo électrique, un gonfleur de paddle si tu fais du paddle sur les rivières. Je sais pas moi, que sais-je. Bon, Alex,
On arrive à la fin de notre parcours urbain là. Ouais. Hop là. Alors, on va tester un truc. On va voir si quand je mets P, donc le mode parking de la boîte, est-ce que ça serre le frein à main? Ça serre le frein à main. Ça, c'est génial. Bravo MG. Touc. Ok. C'est pas génial, mais c'est pas pourri. 1, 2, 3. Il y a même pas match. Ça va plus vite qu'une BMW i4, les vitres. Ah, est-ce que les vitres arrière, vas-y, normalement, elles devraient s'ouvrir entièrement. Alors déjà, vitre avant, je sais pas si on le voit, mais la vitre avant descend complètement. Je peux me mettre comme ça sans me faire cisailler par la vitre. Et la vitre arrière, alors attends, je vais filmer. Désolé Alex, je vais filmer de l'autre côté, est-ce que c'est plus pratique pour moi? Bah ouvre les deux alors que je vois. C'est pas bête. Donc j'ouvre la vitre arrière. Ah, très bien. Ça s'ouvre complètement. Évidemment, il y a un déflecteur, hein, exactement comme dans l'Ioniq 28. C'est pour ça que ça s'ouvre entièrement. Je préfère ça et au moins c'est pratique. On est à 4 dans la voiture, les 4 comme des flics, les coudes à la fenêtre. Surtout si t'as des gros balaises, autant qu'ils aient de la place pour respirer un peu quoi. Donc ma conso, mi bien, mi mal. T'es à moins de 12 quand même. Ah non. Quoi non? Non, je suis pas à moins de 12. Ah c'est... Attends, on était à 15 avec la MG ZS. Ok. Bon, eh bien, moi, je te propose de passer à la route. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va sur la route. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Un petit Shifumi des familles. Petit Shifumi pour savoir qui part en premier sur la route, ce qui n'a aucune espèce d'importance parce que de toute façon, au milieu de la route, on inverse les positions pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Shifumi. Non mais c'est pas possible. Je gagnais tout le temps et maintenant c'est fini. Faut que je fasse une page sur le site lachaîneve.fr Shifumi pour voir les scores, tu vois, où on en est. Je pense qu'il y a d'autres pages plus intéressantes à faire comme le coût des recharges en ville, des choses comme ça. Non, le Shifumi c'est plus important, je suis désolé Alex. Donc allez, on va jeter un petit coup d'œil sur l'écran de recul et la vue 3D. Donc là, on peut changer les caméras là? Ah ouais, ça c'est cool ça. Donc on peut voir à l'avant, côté arrière. On a une vue 3D ici qui est franchement pas terrible. Et la définition de la vue arrière, elle est un petit peu dégueu. C'est un petit peu à l'image de tout l'infotainment de cette voiture. C'est-à-dire, il existe, il est là, mais c'est pas top. Il y a des voitures plus chères qui ne le proposent pas du tout. Allez, on est parti sur la route. Allez, hop, je passe en régulateur adaptatif. Donc on est d'accord que c'est un régulateur adaptatif, mais pas intelligent. Ah non, il n'y a pas une once d'intelligence dedans. Mais adaptatif, il fait le job. Par contre, donc il y a ici un commodo pour tout ce qui est phare, clignotant, etc. Ici un commodo pour tout ce qui est essuie-glace, etc. Et le commodo du régulateur, il est en dessous de celui des phares, mais complètement caché par la branche. Pour savoir exactement ce que fait chaque action, c'est très compliqué. C'est indiqué dessus, mais tu peux pas le lire, donc c'est pas très pratique. Il faut l'avoir bossé avant de démarrer quoi. Exactement. Ou alors tu mets des petits coups de volant pour hop, ça fait quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est une technique. C'est une technique pour finir dans le fossé, mais là tu vois, je l'ai coupé, j'arrive au rond-point à pleine balle, quoi. J'arrive à 50. La régène est un peu faible, vraiment. Donc Alex, je sais pas si tu t'en rappelles, sur la MG ZS, quand on était au régulateur adaptatif, comme là c'est le cas actuellement, quand il y avait une voiture devant qui ralentissait, ma voiture ralentissait, mais en serrant les freins, sans régène. En tout cas, l'indicateur de puissance au tableau de bord n'indiquait aucune régène pendant la décélération. Tout à fait. Eh bien, ce problème est réglé sur la MG5. Ton régulateur adaptatif ralentit automatiquement et ça provoque une régénération. Peut-être que la MG ZS, c'est aussi le cas maintenant avec les mises à jour. Ça, on sait pas. Alors, c'est marrant, la régène, c'est en pourcentage. Alors, c'est drôle. Donc, quand tu accélères, tu peux accélérer de 0 à 100%. Et quand tu régènes, eh ben, ça te fait une régène en pourcentage de régène, quoi. D'accord. Deuxième chose par rapport à l'essai de la MG ZS, on avait dit que le lane assist, il envoyait un peu la voiture à droite à gauche, mais en fait, on n'avait pas lancé le MG pilote, qui est un peu l'autopilote Tesla façon MG. Ça se lance exactement comme finalement l'autopilote Tesla, c'est-à-dire tu as le commodo du régulateur adaptatif, tu le tires 2 fois vers toi et ça lance
l'autopilote MG. Donc là, je vais le faire. Boum. Voilà, là, j'ai la voiture qui se met à 80. J'ai tout qui est passé au vert. Et la voiture conduit toute seule. Par contre, tu vois, dès que tu lâches le volant, elle te met un message « Reprenez le volant » avec un petit signal sonore, un peu comme la Ioniq 28. Mais tout de suite. Donc c'est un petit peu chiant parce que sur une route droite où tu bouges pas trop le volant, et ben ça, tu vas sonner tout le temps en fait. Là, sur la plupart des voitures qu'on a testées jusqu'à maintenant, on a plusieurs voitures qui avaient le volant qui était capacitif. Là, c'est une tuerie, on n'a pas besoin de tourner le volant toutes les 5 minutes. Du coup, celle-là, elle est équipée du volant capacitif ou c'est la mécanique traditionnelle où il faut faire un petit effort sur la direction? D'après toi? Je pense que c'est l'effort sur le volant. Ouais, c'est... Dans cette voiture, il faut que tu bouges le volant de temps en temps. Sinon, le lane assist, il t'engueule. Il te dit, reprends le volant en main. C'est assez intéressant, là, j'ai dépassé la ligne blanche centrale pour dépasser un vélo. Et la voiture a sonné, elle m'a mis un petit coup de volant pour pouvoir me remettre sur la route. Et le volant a vibré. Donc c'est assez intéressant, parce que tu ressens bien le moment où tu déconnes. Allez, c'est le moment où Alex me double. Donc là, on a fait demi-tour, on inverse les positions. On voit qu'il y a un avantage aérodynamique à un d'être derrière l'autre. Donc on fait ça à la moitié du parcours. Bon, alors le lane assist quand même, quand la route est pas belle comme là, c'est pas terrible. Il se déco un peu à la façon Mégane, tu sais, sans te prévenir, et puis... D'un seul coup, tu te retrouves à partir dans le fossé. Ou alors carrément, il fait des mauvaises analyses et il met des coups de volant comme un pilote de rallye, tu sais. Ouais, je vois. Bon, c'est pas génial. Bon, là, on est sorti des petites départementales landaises à 80. Là, on va se mettre sur une 2x2 voies à 90. On va pouvoir pousser un peu pour voir. Et il y a du roulis ou pas là? Un peu, ouais, quand même. Bon, c'est pas une voiture de sport, hein. Ouais, c'est agréable, hein, ça pousse. Là, il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'ai un panneau 90 sur l'écran avec 3 petits points. C'est là qu'on sort, hein. Ah putain, c'est là qu'on sort. Il me l'avait pas fait encore. On vient d'arriver à la fin de la route. On va prendre les relevés de consommation. D'ailleurs, c'est ce que je fais tout de suite. D'ailleurs, je vais raccrocher. Donc, allez, à plus. Comme pour la ville, on se donne pas les consos pour avoir un peu de suspense à la fin. On va essayer quand même de choper quelques infos. Oh là, le mec baille, il est crevé, il en veut plus. C'est vrai qu'on dit jamais les pneumatiques qui sont équipées sur la voiture. Donc, pour info, c'est des Michelin Primacy 3. Si ça vous aide à faire votre choix. On commence à tomber plus du côté moyen que du côté bien quand même. Moi je voulais préciser un truc, c'est que la consommation augmente quand on est arrêté. En kilowattheure au 100 km? Ouais. Ça veut dire qu'elle prend bien en compte le fait qu'on est arrêté mais que ça consomme de la clim, ça consomme et ça fait augmenter la consommation moyenne du trajet. Donc c'est honnête. Voilà, rien d'autre à dire. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire, je sens, aujourd'hui sur cette voiture. Non mais... ça va être une voiture pas merdique, pas géniale, mais bien placée niveau prix. Donc, voilà, une bonne bagnole. Ah, par contre, là, j'aime assez d'ici, je sens que la texture du volant est sympa. Il est un peu creusé, je sais pas, ça fait un peu Volkswagen, non, les Golf d'avant, tu sais, où c'était un peu... Et oui, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Ouais, voilà. Et le rétro, c'est un... c'est un miroir, ouais. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est un rétro automatique? Ah là, ouais. Il y a marqué auto. Ah, en plus. Je peux le désactiver. Ou l'activer. Oui, parce que si on peut que le désactiver, une fois que tu l'as désactivé, si tu peux plus l'activer, c'est fini. C'est fini. Merde. Ah putain. Donc t'es obligé d'aller chez MG, en recommander un nouveau. Bon, allez, on va arrêter là sur cet humour. On passe à l'autoroute. Allez. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon, Shifumi, Je sais pas. t'en as marre? On peut pas faire un sudoku plutôt, le premier qui résout? On reste là un petit quart d'heure. Ça serait drôle. Le premier qui termine, on serait à bloc. Eh ben, donc on est la même. Ah oui. Évidemment. Bon, allez, casse-toi, vas-y, passe devant. Allez, c'est parti pour l'autoroute. L'autoroute, c'est souvent le juge final, quoi, tu vois. C'est vraiment ce qui va départager les voitures les unes des autres. Hein? J'ai pas compris le début de ta phrase. C'est à moi que tu parlais? Non, je parlais à nos abonnés, toi. Ah. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de vent. Il y a du soleil et des nanas. Ah. Il fait 23 degrés. Bon, moi, comme d'hab, la clim m'envoie, je trouve, un peu trop d'air. Comme d'hab avec les MG, j'ai envie de dire. C'est comme d'hab, on en essaye que 2, mais on a déjà une habitude, tu vois. C'est vrai, c'est ridicule.
Allez, je me suis calé à 130 grâce à mon MG Pilot. Du coup, t'es à 130, niveau bruit, qu'est-ce qu'on entend? Elle est un peu bruyante quand même. Hein. C'est pas horrible, mais tu vois, je suis obligé d'élever un peu la voix pour te parler là. Je trouve que c'est bruyant quand même. Beaucoup de bruit d'air. Hein. Enfin, pas beaucoup, non, mais pas beaucoup, mais plus que dans d'autres voitures. J'ai l'impression que c'est tout le pare-brise en fait. Et t'entends les pneus sur la route ou pas? Non. Donc c'est quasiment que bruit d'air, quoi. Après, je pense qu'il faut toujours tempérer quand même, même les plus bruyantes des électriques sont souvent moins bruyantes que certaines thermiques. Hein. Ouais. Enfin, t'arrives pas dans un trajet de 600 km avec la barre au crâne pour autant. Non, mais sincèrement, c'est pas top. Alors, le MG Pilot, heureusement qu'il adapte pas la vitesse au panneau parce que là, il y a un panneau 30 qui clignote sur mon tableau de bord. Ah ouais, vaut mieux pas. Là, il pense que je dois rouler à 30. D'ailleurs, quand t'es derrière une voiture et que tu dois changer de voie, comment elle se comporte? T'es à combien là? Je suis à 115, 110. Ok. Alors là maintenant, je suis derrière. Je suis descendu à 110, je mets clignotant. Ouais, ça accélère. Alors, c'est pas aussi bien que les meilleurs. Mais elle a accéléré quand t'as mis le clignotant ou elle a accéléré quand t'as changé de voie? Accéléré quand j'étais entre les deux lignes, on va dire, tu vois. Ah oui, donc avant que tu changes de ligne, elle a pas accéléré. Non, entre les deux lignes, c'est-à-dire quand j'étais les roues de chaque côté des pointillés. Ouais. Que t'es dans la voie derrière la voiture, tu mets le clignotant, elle commence pas à accélérer. Non, mais c'était pas mal. C'était, mais tu vois, comme toute cette voiture, c'est-à-dire que elle a pas été molle comme une Tesla Model 3 qui attend vraiment d'être sur sa voie pour accélérer, et elle a pas été dynamique comme une Renault Mégane qui, dès que tu mets le clignotant, elle accélère pour faire un beau dépassement. Elle a fait un peu entre les deux. C'était pas mal. Ouais, mais tu vois, là, pour le coup, on revient sur la Mégane, mais ou même la BM le faisait très bien aussi. La i4, ça c'est pour moi, alors je vais pas dire parfait, mais on va dire ça correspondait, je pourrais dire parfaitement à mon usage en tout cas. Là, du coup, ça veut dire que c'est quand même un peu mou. C'est mieux que d'autres, mais c'est quand même un peu mou. Ouais. Mais tu vois, j'ai pas pressé l'accélérateur. Tu vois, ça a quand même suffi. Alors, c'est chiant parce que t'as pas les infos du régulateur quand t'es sur les consos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si je vais sur l'écran conso pour voir à combien je suis, eh ben je vais pas savoir à combien j'ai réglé mon régulateur. Ouais, alors c'est une info normalement qui reste permanente, peu importe où tu vas, quoi. Bah ouais, tu vois, c'est pas très pratique ça. De toute façon, on sent que l'ergonomie, c'est pas le point fort de la voiture. Hein. Ouais. Alors, au niveau du poste de conduite, je trouve ça assez ergonomique. Hein. C'est vraiment au niveau des écrans, par contre, que ça l'est un peu moins. Tu vois, au niveau physique, les boutons, les lève-vitres, les fermetures de porte, tout est bien placé au bon endroit. T'as pas de bouton sur la console centrale ici, là, qui est loin des yeux. Sauf le frein à main, mais le frein à main, tu l'actionnes pas quand tu roules. C'est plutôt pas mal. T'as des boutons physiques ici raccourcis avec le volume, etc. Au niveau ergonomie du poste, c'est pas mal. Au niveau ergonomie des écrans, c'est un peu moins bien. Mais cela dit, est-ce que c'est pas mieux que BM? J'ai presque envie, je sais pas. Je veux pas comparer les écrans BM quand même. C'était quand même vachement bien les écrans BM, même si ergonomie, il y avait des petits trucs à revoir, mais la tête haute et tout. Oui, non, mais en termes d'ergonomie, de rangement, d'agencement, en termes de réactivité, l'écran BM et de beauté, c'était 100 fois mieux. Mais en termes d'ergonomie, je sais pas finalement. Bon, on s'en fout de toute façon. Hein, on s'en fout, Alex. Allez, on va dire ça. Je sais que tu aimes ta BM et je vais arrêter de dire, enfin pas ta BM, mais tu aimes la BM. Ouais. Je vais éviter de dire trop de mal parce que sinon tu pourrais continuer vers l'Espagne et m'abandonner. Enfin là, je pense qu'il y en a un qui arriverait. Enfin, je sais même pas. Je sais même pas qui irait le plus loin de nous deux, mais. Tiens, vas-y, t'as combien d'autonomie là? Là, maintenant 179 km encore. 290. Au niveau conso là, Alex, t'en es où toi? Bah, c'est bon, je trouve que c'est beaucoup aujourd'hui quand même. Parce que moi là, là pour le coup, j'ai une belle conso. Belle bien ou grosse? Ah, tu verras. Disons que je vais te donner un indice. Toi, t'es habitué à ce genre de chiffres. Ah, super. Mais tu sais pas, peut-être qu'elle s'est améliorée avec le temps, ma Ioniq 5. Hein. Ouais, non, je pense pas. Bon, je me doute de la réponse, mais je suppose que cette voiture n'a pas de planificateur d'itinéraire qui t'oriente vers les bornes de recharge pour pouvoir faire un grand trajet. Non. Question suivante. Mais par contre, il me semble qu'elle a du préconditionnement, mais on sait pas trop comment il marche. Ouais. Alors, dans les menus, il y a une option traduite en français bizarrement qui dit, en gros, échauffement de la batterie pendant le parcours, un truc comme ça. Donc, a priori, c'est un système vraiment manuel, c'est-à-dire que quand tu l'enclenches, ça préconditionne la batterie. Donc, faut pas le mettre tout le temps, sinon t'es en surconso en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Tu vas être bon pour optimiser. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Oh.
ce qui était arrivé. Elle m'a fait un freinage fantôme là. Donc par contre le lane assist là sur l'autoroute c'est sympa, ça marche bien, il n'y a pas d'à-coup pour l'instant la voiture m'a pas rappelé de bouger le volant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, il y a un autre sujet qui fâche un peu, je trouve, avec cette voiture, c'est quand même son temps de recharge. C'est là où je pense qu'elle est quand même pas super adaptée pour faire des grands trajets. C'est que là, ils annoncent environ 40 minutes le 10-80%. Passer 30 minutes pour recharger 10-80%, c'est quand même assez long. En dessous de 30, c'est correct. Et en dessous de 20, c'est imperceptible, on va dire. 40 minutes, c'est vraiment trop long. Après, toi, t'es entre guillemets, un grand rouleur. C'est-à-dire qu'avec ta Ioniq 5, en un an, t'as fait 40 000 bornes, un truc comme ça? Ouais, je suis 47 000, ouais. Voilà. Moi qui fais des trajets longs moins fréquemment, les temps de pause, surtout avec des gosses, c'est moins grave. Il faut pas dire que cette voiture, elle est pas capable de faire des longues distances, elle en est carrément capable. Je suis d'accord. Mais par contre, c'est vrai que faut pas être pressé. Tu vas forcément mettre plus de temps qu'en thermique. Alors qu'avec une voiture qui charge en 20 minutes, un arrêt de 20 minutes toutes les 2 heures, 2 heures et demie, c'est ce que font la grande majorité des gens sur autoroute. Après, tu vois, les 40 minutes, il y en a, ils pourraient dire, ouais, mais le Niro, il charge en 40 minutes, ou le Kona, ça reste acceptable comme temps de trajet. Mais sauf que la différence, c'est que celle-là, je pense qu'elle va consommer plus qu'un Niro. Donc au final, en kilomètre-heure, tu récupères, je pense, beaucoup moins que sur un Niro. Donc c'est ça. Alors sur le site la chaîne ev.fr, qui est un site de toute beauté, non, qui est pas très beau, mais il est pratique. On a une page qui classe les voitures par vitesse de chargement sur différentes prises. Et le classement de base, c'est la vitesse de chargement en DC, donc sur l'autoroute, en gros, avec les consommations d'autoroute en km/h. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des voitures qui chargent très vite, mais vu qu'elles consomment beaucoup, finalement, elles chargent aussi vite que d'autres qui chargent moins vite, mais qui consomment moins. Je sais pas si j'ai été clair. C'est très important. Le nombre de kilomètres qu'on recharge en 1 heure de charge. Putain, on voit que j'ai pas beaucoup dormi, je n'arrive pas à articuler. Ça se trouve, dans cette vidéo, les gens vont dire « Eh oh, le chauve, il peut pas articuler un peu ?» Ah, ce serait drôle. S'il vous plaît, mettez ça en commentaire. JC, est-ce que tu peux articuler davantage? Alex a fait des efforts. Maintenant, c'est pas à toi de régresser, quoi. Merde. C'est là qu'on sort, hein. C'est là qu'on sort, tiens. Allez, on sort de l'autoroute. Pourquoi? Pour reprendre l'autoroute dans l'autre sens, évidemment. Bah, parce qu'il faut quand même rentrer chez nous. Voilà, parce qu'il faut quand même revenir au point de départ à un moment. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va faire un échange de position. Je vais donc passer devant. Si je le veux bien. Mais je sais que tu es une personne conciliante. Bonjour. Salut. Ah, le bruit du clignotant, il me tape sur la tête, j'en ai marre. Ça va, je l'entends pas. Allez, on est reparti dans l'autre sens. Accélération. Ouais, ça pousse quand même, hein. Merde. Ok, là on arrive dans des embouteillages parce que on est début août. Alex, est-ce que ça te branche qu'on prenne une photo maintenant de la conso? Et on dit on l'arrête maintenant. Bon allez, moi je prends la photo maintenant, top. Ok, on a pris des photos. Donc on a pris des photos des consos parce que là on est arrivé dans un embouteillage. Je pense qu'il va pas durer longtemps parce qu'on est juste à l'embranchement. Je pense que c'est les gens qui viennent d'Arcachon, qui rentrent sur l'autoroute de Bordeaux, qui créent un embouteillage. Nous, on va sortir. Donc, ça va rerouler ensuite, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup baisser notre vitesse moyenne. Là, on est à 111. Bon, allez, on est dans le fameux virage qui nous renvoie vers Arcachon. Et à ce moment-là, on a toujours la petite question, les 3 trucs qui nous ont plu et les 3 qui nous ont pas plu dans la voiture. Donc, on va commencer par les 3 trucs bien que tu apprécies sur cette voiture. La première chose, en chose positive, je trouve qu'au niveau électrique, je suis plutôt séduit par rapport à ce qu'on avait vu sur la MG ZS qui m'avait un peu déçu. Là, elle a aucun défaut notoire. C'est une bonne bagnole électrique comme voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est bien. Deuxièmement, vraiment gros point positif, c'est que c'est une voiture qui a été bien réfléchie. Elle a un format ni trop grand ni trop petit, un coffre à ayons, un coffre logeable, des équipements, tout ce qu'il faut, sans superflu. Elle a même du V2L, etc. Donc c'est une voiture en fait qui peut plaire vraiment au plus grand nombre. Ouais. Et troisième point positif, ce que j'aime bien moi, c'est quand même la présentation intérieure. Je trouve que c'est pas mal, la console, les écrans, voilà. Donc là c'était pour le positif et du coup les 3 négatifs à ton avis?
Vraiment, le plus gros point négatif, c'est l'infotainment, comme on dit, donc les écrans. Ça fait le job, ok, mais comparé à ce qui se fait actuellement, et pas forcément dans des voitures très chères, on est très très en retard. Bah ça, plus les problèmes de traduction et autres. Deuxième point négatif, la vitesse de recharge en DC, au-dessus de 30 minutes, là on est à 40, c'est pas trop mal, mais c'est pas génial. Cela dit, à ce prix-là, je pense que ça fait partie des bons élèves, à vérifier. Troisième point, ça serait le freinage régénératif qui est pas assez fort et surtout qui va pas jusqu'à l'arrêt. Et moi, ça, c'est quelque chose dont je me suis trop habitué. Je pense que toi aussi, Alex. Enfin, je dirais que l'arrêt complet, je pourrais potentiellement l'accepter. Par contre, faut quand même qu'il y ait un frein régénératif suffisant pour que j'ai pas besoin d'utiliser la pédale de frein dans mon usage normal. S'il y a ni l'un ni l'autre, là, ça fait beaucoup. Bon, par contre, là, tu devrais choisir entre une MG5 et une 208. Tu prends quoi? MG5 pour l'espace intérieur, je pense. Et MG5 ou Kona? Kona. Et toi? Ouais. Bah là, je pense que je serai en phase avec toi. Allez, on a terminé l'autoroute. Alors, Alex, on est à 106 km/h de moyenne. Ah, ça fait léger quand même. Ça fait léger. Donc, on prend les consos qu'on a pris en photo au moment d'arriver dans l'embouteillage? Ouais, ça me va. Waouh, j'ai rarement vu aussi peu de gens. Il n'y a personne. Donc, bon. Je sais pas où je me mets. Je sais pas, j'inverse. On va se mettre là. Bon, je prends la photo. Ah non, je prends pas la photo. Voilà, on est arrivé, on relève les consos, on les a relevés sur la route avant l'embouteillage. On se les dit pas, comme d'habitude, on va se les dire très bientôt dans la vidéo. En tout cas, te connaissant, pour que t'aies pas beaucoup parlé de la consommation, y a rien qui t'a dit non mais là c'est pas possible. Ouais, on reste dans les limites du bon allez. Tu vois, je conduis une Kona, je dis Tu conduis une MG16, tu fais non là c'est pas possible. Et là je conduis ça là, je me dis ça passe quoi. Voilà, c'est pas les meilleurs élèves, mais c'est pas cata quoi. Ouais, carrément, voilà. Ah, je suis curieux de se connaître la conso maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une plateforme qui est pas très très optimisée, mais vu que c'est une berline, ça passe. En sachant qu'on n'a pas la meilleure configuration, parce qu'on est quand même en 17 pouces, alors qu'en 16 pouces, elle fait un peu moins. Bon, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire, Alex? Dormir? Pas du tout. Parce que oui, juste comme ça, pour faire les essais, on se lève quand même très tôt. Hein. Je me suis levé à 5h30 pour le rejoindre à 7h. Au final, il était à la bourre, comme d'hab. Et il est arrivé à 6h50 à la maison, il m'a réveillé. Et là, je fais... non, il se fout de ma gueule, là. Moi, ça fait 1 heure que je suis debout pour arriver à l'heure. Et lui, il est encore en train de dormir. Voilà. Mais je suis quand même claqué parce que je me suis couché tard. Bon bref, on s'en fout, c'est pas racontetavie.com. Si, moi je veux qu'il garde ça dans la vidéo pour montrer qu'il me respecte pas. On fait quoi, Alex? On va faire de la régène, on va voir quelle distance elle met pour ralentir de 80 km/h à 0 km/h. De manière à pouvoir la comparer aux autres voitures qu'on a déjà testées. Et surtout avoir une vraie valeur sur cette sensation de régène. Parce qu'on peut penser, régène pas beaucoup, mais... Voilà, là on va mettre un chiffre. Et là, celle-là, tu pronostiques? Entre 150 et 200. Trop large, là. Allez, entre 180 et 200. Je veux un chiffre. La MG ZS, elle fait 219 mètres. La Volkswagen e-Up, 174. Je pense que je ressentais une régène plus forte sur la e-Up. Je pense qu'on va être à 200 mètres. Allez, j'ai 180. Allez. Bon, allez, on y va. On prend le télémètre. On arrive à 80 au régulateur. Arrivé ici, on coupe le régulateur. On laisse filer jusqu'à ce que la voiture s'arrête complètement. Voire on freine sur le télémètre quand la régénération ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Ok, c'est bon. Allez hop, ici, hop, top, il coupe le régulateur. Alors je vais devoir freiner à la fin quand je vais voir qu'il va plus ralentir. Allez, on freine. Donc 205 mètres. Bon allez, on va se recharger. Hop. Alors, on va prendre le câble qui est dans le coffre. Coffre de break. Ah, Non électrique. ça fait, oui, manuel. Mais vrai cache bagage, hein. Hashtag Niro EV. Bon, c'est pas le câble fourni avec la voiture, on n'a pas voulu le déballer. Ouais. Enfin, il a pas voulu le déballer. Moi, Ouais, parce qu'il était. La voiture, elle a 30 km. Bon, déballer le câble et tout, ça me faisait chier. Oh, j'ai encore dit un gros mot, fait chier. Alors, la trappe, elle est là. Alors, Alex, qu'est-ce que tu penses de cette trappe? Je trouve que ça dénature un peu l'avant de la voiture en fait. Ça... Moi, j'aurais mis le logo MG dessus. Bon, c'est pas grave. On a bien
le AC. Alors ça, c'est moussé. Enfin, c'est moussé. C'est tout mou. C'est très agréable comme sensation. Enlève le DC, tu vois. Tu vois? Je sais pas. Ça fait quali, attends. Ouais, ça fait quali. Allez. Hop. Et voilà, on l'a branché sur notre borne 7 kW certifié mid. Résultat dans quelques minutes pour l'écart à la recharge. Et ce qui est pas mal, c'est quand tu charges, on peut voir le niveau de charge ici. Bon, et bien voilà, ce test est terminé. Franchement, pour résumer, c'est une voiture qui est très bonne en pas grand chose. Elle est parfaite en rien. Et en même temps, elle est mauvaise en rien. C'est vraiment la voiture, entre guillemets, et sans être péjoratif, moyenne par excellence. Bah moi, ce que je te disais justement quand on est revenu, au final, c'est un peu la Fiat Tipo électrique. En fait, c'est une voiture qui est abordable. Elle propose pas des prestations de folie, mais en fait, elle répond aux besoins traditionnels de la plupart des gens. Il n'y a pas d'extravagance. Du coup, on peut pas l'adorer et on peut pas la détester pour autant. Exactement. Voilà. Allez, on passe au conso. Allez. Avant, on va faire d'autres. Déjà, on a fait plein de tests. Il y a d'autres tests qui arrivent, d'autres trips. On a des projets de foufou ma boule. Donc, si vous voulez pas les rater, évidemment, abonnez-vous. On active la cloche. Plus on a d'abonnés, plus on est crédible et plus on a de voitures. Et en plus, on peut les avoir longtemps. Et si évidemment cette vidéo vous plaît, likez. Toujours. Si vous n'aimez pas, likez, ça fait toujours plaisir. Mais ce serait un comportement très étrange de votre part. On attaque les consos ? Allez, on commence par la ville. Allez, la ville, donc on a fait 15,7 km, une moyenne de 29 km/h. Et en conso, j'ai fait 9,8. Alors, vas-y, moi ça me. Alors, donc, tu m'as dit que c'était pas moins d'être 12. Donc c'est plus de 12. Ouais, c'est vrai. Elle a fait 12,5. Ah oui, c'était pas loin quand même. Ouais. Non, c'est correct pour une plateforme de base, on pensait qu'elle serait très consommatrice. Voilà. Ça va. Bon, ensuite après la ville, on a fait la route. Waouh, t'as bien suivi la vidéo. Hein. Habituel. On a fait 25,1 km. Je suis sûr que t'as fait 64 km/h de moyenne, un truc comme ça. Non, 59. Et là, c'est là où c'est très bizarre. J'ai fait quasiment la même conso que la ville. J'ai fait 9,9 kWh au 100 pour les 9,8 que j'ai fait en ville. Alors, vas-y, combien tu penses sur la route? En dessous de 14, c'est pas mal. Ouais, bah non, alors. 14,5. J'ai dit en dessous de 12, c'est 12,5, en dessous de 14, 14,5. Ouais. Ça reste quand même... 14,5 en... Tu vois, ça confirme encore ça. C'est pas la conso de ouf, mais c'est pas astronomique non plus. Exactement, c'est pas astronomique. Exactement. Bon, passons à l'autoroute. The highway. Donc là, on a fait moins de kilomètres, en tout cas, au niveau de nos relevés que d'habitude, vu qu'il y a eu des embouteillages. Ouais, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc on s'est arrêté à 69,6 km, alors qu'habituellement, on est plus dans les 85. Ouais. Une moyenne, du coup, pour garder une moyenne de vitesse aux alentours des 115 km/h, on a eu 113. Et la Ioniq, on a eu une conso de 14,7 kWh au 100. C'est très très bas. Et là, tu vas me dire... Allez, 14... En dessous de 19 ? Ah non, 20,8. Franchement, quand on voit des très bons élèves ouais, c'est pareil, je peux pas dire que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas bien. Après, par rapport à 14,7, c'est trop bien. Oui, elle va monter un petit peu. Bon, voilà, c'est pas génial, c'est pas. Mais c'est pas éliminatoire. Non, c'est ça. Non. Donc c'est pas le meilleur choix, c'est pas un mauvais choix. C'est ça. C'est un rapport qui a été pris, honnête. C'est un choix raisonné en tout cas. Moi, je propose qu'on passe au tableau. Allez. T'es prêt? Toujours. Tu t'échauffes un peu comme au début d'un concert? Ouais, mais d'ailleurs je fais des voix un peu différentes, d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué. Ah ouais? Tu vas nous faire quoi là aujourd'hui? J'essaie de faire la voix de Daffy Duck. Ça serait drôle. Pour les résultats, on commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 18 derniers essais plus ceux d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Ensuite à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors du test de la MG5 sur les mêmes tronçons. Ce qui nous donne les consommations suivantes, 12 kWh au 100 km en ville, 15 sur route et 22,3 sur autoroute. Pour les autonomies, en tenant compte de la capacité utile connue de la batterie de la MG5, soit 57 kWh, cela nous donne 475 km en ville, 380 km sur route, 256 sur autoroute et surtout 179 km entre deux points de recharge sur autoroute entre 80 et 10%. Car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse passé 80%. On dépasse ou égale la valeur WLTP en ville et sur route, comme avec la plupart des VE que l'on essaie. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous indiquait avoir consommé 32,148 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne 7 kW mid en courant alternatif, et la borne nous indique avoir envoyé 35,709 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de plus 11,1%. Cet écart est dans les très bons scores qui se situent généralement entre 10 et 14%. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 16,5 à 18,3 kWh au 100 km. C'est cette valeur que l'on garde dans notre classement.
ce qui place la MG5 à la 13e place sur 19 de notre classement actuel. Le classement le voici, on voit que la MG5 est à moins de 0,1 kWh au 100 de la BMW i4 et de la Zoe R110, c'est sa consommation sur autoroute qui la pénalise le plus. Concernant les voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, la MG5 se classe 13e de notre classement actuel avec un temps de 11h39 et 5 charges. Elle fait un peu moins bien que sa cousine la MG ZS, qui est aidée par sa batterie de plus grosse capacité malgré une consommation supérieure. D'après les relevés au compteur, nous obtenons un écart de moins 9,2% en mix par rapport aux valeurs WLTP. Depuis quelques essais, nous évaluons également la puissance du frein régénératif. La MG5 se classe 11e de notre classement actuel avec une distance de 200 mètres pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet. Cette valeur est beaucoup trop importante à notre goût, il est souvent nécessaire de faire appel au frein mécanique lors de l'usage de la voiture. De notre expérience, une distance comprise entre 120 et 140 mètres est parfaite pour un bon feeling et un freinage suffisant pour une conduite normale à une pédale. Tous ces résultats sont retrouvés sur notre site lachaîneve.fr. Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site afin de sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker parce que ça nous fait plaisir. À mettre des commentaires sur tout ce qui peut vous passer par la tête en rapport avec l'essai d'aujourd'hui. Ouais, parce que tout ce qui vous passe par la tête en dehors, on s'en fout. On dit encore un grand merci à Eden Auto, parce qu'à la base, cette semaine, on avait prévu de tester une autre voiture et ça s'est annulé au dernier moment. Et hier, j'appelle Eden Auto pour voir si on pouvait avoir la MG et ils ont fait le nécessaire pour qu'on puisse l'avoir le soir même. Donc franchement, super. C'est grâce à eux si on vous fait cette vidéo aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez retrouver tous les chiffres de nos tests, que ça soit test conso, l'estimation du 1000 km, les tests de régène, les tests de lane assist, les tests de planificateur, etc. Les CO2, etc. Vous pouvez tout retrouver sur lachaîneve.fr. Et vous pouvez également voter pour la voiture que vous attendez le plus sur la chaîne. On a reset il y a peu de temps les votes de manière à repartir à zéro pour limite la saison 2 de la Unique Vision du Challenge. Voilà. Et donc si vous avez déjà voté, faut pas hésiter à y retourner parce qu'il y a des nouvelles voitures en fait. C'est ça. On est bien là. On n'a plus qu'à dire au revoir là. Ouais. T'as pas envie de dire au revoir? On ne sait jamais moi. Bah je dis au revoir alors. Salut. Bon à la prochaine pour une autre vidéo. Ouais donc c'est cool quoi. Ouais. Ça c'était nul.